Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Aptiv Seaboard où nous allons vous présenter la version 11 de Sedge X3. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Jean-Pierre Boutin, responsable avant-vente Sedge X3. Pendant cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est bon, on peut commencer Charlotte, excuse-moi. Oui, on peut y aller. Merci à toi. Merci pour votre présence. Bonjour à tous. Donc l'idée c'est de vous faire un résumé, donc qui est un focus sur la nouveauté, la nouvelle version, donc version 11 de Sedge X3. Donc ce qu'on vous propose au travers donc, de ce partage, donc déjà bien entendu c'est de voir les 3-4 grandes fonctionnalités nouvelles autour de la solution. Et puis sur un slide, de simplement faire un bref rappel des nouveautés depuis la version 7 qui a marqué un pas donc, autour de Sedge X3. Donc dans un premier temps, un petit rappel autour de Sedge X3. Donc Sedge X3 se positionnant comme étant la solution pour adresser vos problématiques autour de problématiques telles que financière, distribution et production. Donc Sedge X3 étant la solution s'adressant pour le mid-market pour vous accompagner vraiment à court terme, moyen terme, mais aussi le long terme sur toutes ces problématiques. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit focus sur les historiques de version. Donc les historiques de version jusqu'à la version 6, Sedge X3 sortait une version à peu près tous les 3 ans. Depuis la V7, un trend un peu plus soutenu pour pouvoir vous apporter le plus fréquemment possible des nouveautés. Donc depuis la V7, une version majeure tous les ans. Donc ces évolutions alors on parle de version, on a aussi parlé pour la notion de version 8 et 9, donc d'update 8 et d'update 9. C'est pour ça que dans notre langage, on va plutôt adopter ce langage-là. D'un point de vue pratique, en termes de montée de version, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la version pivot est la V6. C'est-à-dire que tout ce qui va être préalable à la V6 va devoir marquer un point d'arrêt par rapport à la V6 pour pouvoir migrer ensuite vers les versions 7, 8, 9 et 11. C'est-à-dire que je suis en V5 aujourd'hui, je peux migrer en V11 au travers donc, de la V6 et ensuite un chemin direct qui va m'apporter de la V6 jusqu'à la V11. Donc il s'agit d'un passage technique sans impact pour l'utilisateur. Il n'y a pas de double test, mais ça permet bien entendu de faire ce chemin de migration. Sur la partie basse, vous avez grosso modo les grandes dates en termes de rétro-planning telles que les versions ont pu apparaître. La version 11, quant à elle, ayant été libérée en mars donc, de cette année 2017. Rapidement, là aussi sur ce slide, un petit rappel donc, avant d'entrer dans le vif du sujet donc, de la présentation. Donc il est important de rappeler que Sedge X3 se positionne sur le marché des entreprises de taille moyenne en croissance. Et l'objectif de Sedge X3 depuis la V7 notamment, donc jusqu'à la V11, est d'offrir au marché donc une solution plus facile d'accès, plus rapide à mettre en œuvre, et enfin, essentiellement dans le secteur industriel, un taux qui monte jusqu'à 76%. Pour rappel, à ce jour, Sedge X3 intègre 25 législations
et 15 langues pour adresser notamment la problématique de l'international. Donc c'est un point vraiment important autour de 7JX3. Bien entendu, la couverture fonctionnelle du site 7JX3 est toujours aussi riche. On ne va pas vous la rappeler, vous la connaissiez aussi bien. Ce slide, c'est principalement pour faire un petit focus sur la partie basse et notamment par rapport à la mise à disposition de 7JX3 sous différents modes. Le mode tel que vous le connaissez par habitude, le côté historique, donc 7JX3, ce qu'on va appeler on-premise. Donc là, la solution est hébergée dans vos locaux sur vos systèmes. La possibilité de faire aussi appel à un prestataire externe pour faire de ce qu'on va appeler du cloud privé. Aujourd'hui, 15 à 20% de nos clients ont déjà fait ce choix pour ne pas avoir à se préoccuper de problématiques d'exploitation. Donc la partie serveur est hébergée chez ce ou ces prestataires. Et enfin, l'offre cloud public qui permet justement aux entreprises de disposer de 7JX3 sous forme d'abonnement englobant tout un ensemble d'utilisation, d'administration et de montée de version. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire après cette petite introduction, c'est de faire un focus directement sur la version 11 et rapidement les précédentes. Sur ce slide est représenté 3 grands axes qui sont toujours dans le cœur des motivations de 7JX3. Donc des motivations aussi bien sur l'ergonomie des usages. Donc ça, c'est un chantier récurrent qui est totalement intégré dans les différentes versions, qui est toujours actif sur celle-ci. Donc la manipulation et l'ergonomie à l'intérieur de 7JX3. Bien évidemment, des nouveautés sur la partie fonctionnalité, que ce soit dans les domaines de la production, du service, de la distribution, de la finance et de la supply chain. Donc ça, c'est un point très important en termes de nouveautés à pouvoir vous accompagner et adresser de nouveaux marchés. Et enfin, sur la partie déploiement, un chantier aussi qui a été ouvert il y a quelques années, c'est de pouvoir optimiser notamment le temps d'implémentation de l'ERP pour répondre à des problématiques peut-être plus percutantes en termes de mise en œuvre. Donc là aussi, c'est un chantier qui a été ouvert donc, il y a 3 ans maintenant et qui est toujours actif pour pouvoir vous accompagner sur de nouveaux projets par rapport à des implémentations, de nouveaux projets, mais aussi des implémentations sur d'autres pays. Un petit résumé rapide sur les versions, depuis la version 7, donc les versions précédentes à la version 11. La version 7 a marqué un grand cap en termes de nouveautés autour de 7JX3, donc avec une réécriture complète de l'interface utilisateur. Donc là, la refonte complète de l'interface a été faite à partir de cette version-là. Ça a permis aussi d'introduire notamment la partie de mobilité. Qui dit mobilité, dit accès sur des supports tels que le PC portable, tels que la tablette ou pourquoi pas le téléphone Android ou iOS. Donc ça, c'est un fait marquant en dehors de l'aspect fonctionnel de la V7. Sur la partie Update 8, j'ai sélectionné ici 2 points, la gestion des allergènes pour accompagner dans le monde de l'agroalimentaire, et puis la problématique, là, c'était plus quelque chose qui existait dans les versions précédentes de la V7, la sélection par exemple multiligne. C'était un manque qu'il y avait sur la version 7 qui a été complété au travers de l'update 8, pouvoir sélectionner plusieurs lignes par exemple dans un tableau de commande pour pouvoir faire honorer cette commande en termes de livraison ou pourquoi pas supprimer des lignes de commande. Donc ça a été quelques points importants. Et enfin, en termes de rappel sur la Sedge X3 Update 9, des compléments plutôt fonctionnels, alors des compléments d'ergonomie bien entendu, mais 2 points importants. La gestion du versionning au niveau des produits, pouvoir introduire la notion de version dans un process de référencement d'articles, et aussi et surtout la gestion des conteneurs, optimisation des achats, qui lui aussi est un chantier très important depuis la version 7, mais il y a eu tout un ensemble de compléments, y compris dans la version 11, on fera un petit focus dessus tout à l'heure, sur cette problématique d'optimisation de gestion des conteneurs et d'optimisation des achats dans des problématiques de gestion de l'import. J'en ai terminé pour la partie introduction et rappel sur les différentes versions préalables. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur les nouveautés marquantes de la version 11. Donc, premier slide, ici, Sedge, un chantier qui est toujours d'actualité, c'est le chantier sur l'aspect de l'utilisation et donc de l'aspect de l'ergonomie, l'approche de l'utilisateur par rapport à 7JX3. C'est donc ici tout un ensemble d'efforts
qui ont été mis en place pour mieux partager l'information, mieux la partager, mieux la diffuser, mieux la contrôler via des problématiques de workflow, mais aussi mieux la mettre à disposition via différents types d'équipements à votre disposition, tels que l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, via les différents drivers tels que PC portables ou autres tablettes et autres téléphones. Donc la V11 intègre des nouveautés sur l'ergonomie, intègre les environnements Windows 10 pour se mettre au goût du jour par rapport à ça, et donc des compléments sur la partie iOS. Enfin, l'accès à la personnalisation de vos applications mobiles a été complété pour vous apporter de nouveaux tableaux de bord sous forme de tuiles et de groupes de tuiles. Donc vous avez tout un ensemble de standards qui existaient déjà dans les versions précédentes, mais qui maintenant peuvent être déployés spécifiquement par rapport à vos contextes. Une requête dans XE3 peut devenir une tuile sur votre application en termes de mobilité pour de la restitution à un certain nombre d'utilisateurs. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'avoir un aperçu dans cette XE3 autour donc, de l'application. Je vais me connecter au travers d'un navigateur. Pour rappel, la solution elle est totalement accessible par les différents navigateurs, que ce soit un Google Chrome, que ce soit un Firefox, un Safari ou autre. Donc ici, sur ce navigateur Google Chrome, je vais bien entendu me connecter. Alors, je récupère tous les avantages du navigateur. Vous voyez le raccourci 7X3 accueil V11. Je vais me connecter. Ma connexion sécurisée va pouvoir me permettre de m'amener à un environnement de travail. Cet environnement de travail avec deux grands axes de navigation. L'axe de navigation, ce qu'on va appeler relativement classique, avec sur la partie haute, vous avez des menus. Si je vais dans la partie gestion des achats, je vais retrouver le chapitre et la gestion des sous-chapitres pour accéder à la notion de demande d'achat, par exemple. Mais aussi sur la partie gauche, tout un ensemble de portails qui sont préconfigurés en fonction des droits des utilisateurs pour pouvoir justement répondre aux attentes. C'est-à-dire que c'est la définition des utilisateurs qui vont adhérer ou pas d'ailleurs à des notions de rôle, à des notions d'attributs par rapport à ces rôles, et qui vont me donner tout un environnement sur mes capacités de travail et d'accès à l'information. J'ai par exemple possibilité d'avoir des process de type contrôleur de gestion comme ici, des notions d'approvisionneur avec des indicateurs dédiés à l'approvisionneur et des processus dédiés là aussi à mon approvisionneur. Je peux aussi préfiltrer. Ici, je suis ERP, système admin très permissif. Je peux conditionner pour dire, moi, maintenant, je ne veux avoir accès qu'à des profils, qu'à mes fonctions en tant que directeur. En tant que directeur, eh bien, j'ai des processus qui me sont habilités. Si maintenant, je veux avoir plutôt mon profil, ma casquette plutôt responsable du domaine finance, ben, vous voyez sur la partie gauche, on a totalement réduit les accès pour pouvoir, sur la partie haute, à dire que je n'ai accès qu'à ces grands chapitres, données de base, comptabilité tiers, et ainsi de suite, pour pouvoir accéder à la formation. Si je reviens sur le domaine le plus, on va dire, le plus large et le plus permissif, vous avez aussi toujours la possibilité d'accéder. Vous avez sur la partie haute l'ensemble des chapitres avec les sous-chapitres, mais vous avez toujours la possibilité d'avoir ce qu'on va appeler la notion de plan de site. Le plan de site, à quoi il va correspondre? Par exemple, je veux rechercher l'occurrence, vous voyez en haut à droite, je cherche l'occurrence article. Eh bien, le système va me donner toutes les occurrences articles dans quelques chapitres que ce soit. La gestion des articles dans la gestion des données de base, la gestion des articles dans la partie relation client, la gestion des articles par rapport à la relation client, c'est une fonction de gestion des articles vendus, et ainsi de suite. Donc, ça me permet de pouvoir toujours naviguer aisément dans l'application. Autre possibilité, c'est de naviguer au travers, bien entendu, de la gestion des favoris. Les favoris, ce sont mes signés. Très souvent, je vais, par exemple, avoir appel à une gestion de relation client, donc je vais accéder directement à la fonction des clients. Tout un ensemble d'autres fonctions, on va passer, pas forcément en détail, très rapidement, c'est la notion, vous voyez, la notion de signer, complétée par la notion de personnalisation des écrans. Tous les écrans de 7X3 peuvent être personnalisés, enrichis de champs spécifiques à votre contexte ou élagués de certains champs qui ne concerneraient pas vos us et coutumes. Et puis enfin, la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une recherche globale. Je vais par exemple pouvoir saisir à l'intérieur de cette recherche un mot-clé. Ici, je vais par exemple saisir le mot système. Et le système va faire une recherche sur la base de l'indexation d'un ou de plusieurs champs dans ma base de données que j'aurais pu paramétrer au préalable.
eh bien, le paramétrage de ces champs va me permettre d'accéder à des notions de fonctions, à des notions de données. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai un fournisseur qui répond à l'occurrence système. J'accède à l'information en mode consultation. Je peux, y compris, aller modifier la fiche du fournisseur au travers du lien que j'ai cliqué ici sur modifier pour pouvoir compléter ma fiche fournisseur et revenir à mon état initial. Donc là, ça me permet d'avoir toujours cette connexion au travers donc, de la solution. Pour terminer, ici, vous voyez par exemple sur les nouveautés V11, j'ai une page d'accueil qui me reprend différents écrans. La notion d'indicateur, des écrans d'indicateurs avec des indicateurs standards ou paramétrés, graphiques ou pas, ça c'est selon les utilisations que vous pouvez en faire. Quand je suis par exemple système plutôt comptabilité, directeur financier, je vais avoir des indicateurs dédiés à mon contexte. Des notions de vision sous forme plutôt de calendrier. Les calendriers, ça va être quoi? Ça va être par exemple état des réceptions attendues, état des livraisons à honorer. Ici est représentée une notion de calendrier par rapport à une gestion d'affaires, des affaires qui sont positionnées dans le temps, sur lesquelles j'ai des actions à faire. Donc typiquement, c'est cette notion de to-do list. Et puis derrière, des problématiques de processus. Vous voyez ici par exemple un processus complet avec tout un ensemble de possibilités. Donc ici, c'est pas un slide, on est bien d'accord. C'est un écran qui va me permettre d'accéder par exemple à la notion de gestion des commandes au travers d'un lien intertexte. Le simple fait que la flèche devienne une petite marque, ça veut dire qu'il y a une action derrière pour pouvoir accéder à l'information. Donc tout un ensemble de process autour de l'application qui vont me permettre de m'aider dans mon travail quotidien. Je reviens sur la partie présentation pour laisser ce pan d'ergonomie, pour maintenant aborder des pans plus fonctionnels au travers de la V11. La V11, c'est des compléments sur la partie gestion de la supply chain, autour de des compléments sur la partie, c'est un chantier qui a été ouvert, ce que je disais tout à l'heure, autour de la version 7, pour vous apporter justement la meilleure réponse dans les domaines logistiques et notamment dans la gestion de l'import. Afin de mieux suivre vos process logistiques, par exemple avec la gestion des conteneurs, des services d'expédition, des différentes modalités de transport, on est bien sur du multimodal en termes d'enregistrement, que ce soit air, terre, mer, pouvoir aussi vous donner la meilleure et la bonne information en termes de date de mise à disposition. Je souhaite mettre à disposition de mes clients un produit qui va être l'objet d'un grand import, donc je vais pouvoir faire du rétro-planning pour pouvoir calculer la date à partir de laquelle je vais devoir passer la commande auprès de mes fournisseurs en Asie pour pouvoir livrer mes clients, sachant qu'en intermédiaire, j'ai une livraison par le Havre pour ensuite livrer mon entrepôt qui lui-même va livrer les entrepôts distributeurs. Donc ça, c'est d'un point de vue logistique. Mais c'est aussi d'un point de vue administratif et de contrôle de gestion. C'est-à-dire que c'est de pouvoir enregistrer les factures de marchandises en tant que telles, donc de valoriser la marchandise avec les prix de revient des produits, les prix d'achat, pardon. Mais c'est aussi de pouvoir valoriser toute la partie annexe, les frais annexes, tels que le transport, tels que les assurances et les autres frais. Donc c'est vraiment de pouvoir vous aider à suivre les process aussi bien logistiques qu'administratifs au travers donc de la solution X3. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus sur cette partie-là, au travers donc, de l'application. Je vais donc venir sur l'onglet logistique achat. Vous voyez très simplement ici un process de dessiner très simple qui va aller donc, de mon fournisseur jusqu'à ma structure de société en passant par des notions de conteneurs, de transport, d'expédition. L'expédition étant le fait d'enregistrer comme quoi la marchandise est expédiée de mon pays, de mon fournisseur, donc de la Chine par exemple, pour pouvoir enregistrer la partie pré-réception quand la marchandise va arriver au Havre, pour pouvoir là aussi me tenir informé dans mon système d'information de date de mise à disposition et pour enregistrer définitivement la réception et derrière le processus de facturation. Donc, exemple, au travers d'une fiche de gestion de conteneurs. Une gestion de conteneurs, c'est tout un ensemble donc de données dans lequel un conteneur est défini par des caractéristiques générales, des notions de numéro d'expédition, des notions de numéro de transport, des problématiques liées au législatif par rapport à des problématiques de gestion de numéro de plan et autres. Et puis sur la partie base, vous avez une gestion de conteneur. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on est dans l'optimisation automatique, on est plutôt dans le déclaratif. Un conteneur a une capacité maximale. Dans ce conteneur, on va y associer une ou plusieurs commandes, une ou plusieurs lignes de commande.
des commandes issues d'un même fournisseur ou de plusieurs fournisseurs, et on va pouvoir calculer la capacité utilisée pour vous ressortir des taux de remplissage, des notions de poids et des notions de volume disponible. Le conteneur va me permettre aussi d'avoir l'accès à la traçabilité. Ici, sur cet exemple-là, de ce conteneur, je peux voir que ce conteneur a été expédié le 20 janvier 2017. Le transport, lui, a été acté, l'acte de transport en mode aérien a été acté le 15 janvier, pour ensuite avoir la problématique de réception, et ainsi de suite. Et à tout moment, je peux accéder aux détails d'une information. Je vais par exemple accéder aux détails de la réception. Donc je vois l'avis de mon processus d'un point de vue logistique, mais là, maintenant, je rentre dans la partie réception et je vais plutôt voir la notion de gestion des coûts. Donc ma réception est faite sur la base d'une commande d'achat, d'une ligne de commande d'achat. Je vais pouvoir accéder à l'onglet de gestion des coûts. L'onglet gestion des coûts va me permettre aussi d'avoir le détail par nature et notamment d'aller voir le détail de tous mes frais. Les natures de charges, par exemple, par rapport à des notions d'emballage, de transport principal, de déchargement. Donc ici, j'ai tout un ensemble de tables à renseigner pour retrouver les différents incotables, bien évidemment, mais tous les différents modes et différents types de transport, types de frais que je vais pouvoir avoir à gérer dans mon système, tels que l'assurance, le post-acheminement, les informations, des formalités douanières qui doivent être valorisées, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir avoir un accès. Et donc, aujourd'hui, avec la V11, c'est pouvoir suivre les coûts dès la commande. Ces coûts-là vont pouvoir être ajustés, adaptés au moment de la partie expédition, vont pouvoir être valorisés et définitivement entérinés au moment de la réception, pour derrière mettre à jour, via ce qu'on va appeler la notion de gestion des frais d'approche, pouvoir mettre à jour a posteriori les prix de revient de mes marchandises. Ma marchandise a peut-être été réceptionnée au mois de mai, peut-être que je ne vais recevoir la facture d'assurance qu'au mois d'avril, et donc c'est a posteriori que je vais refaire une remise à jour donc, de mon prix de revient au niveau de ma fiche article. D'accord? Donc ça, c'est un point très important de la version 11 et des versions précédentes. Hein. La version 11 vient compléter tous ces éléments-là pour pouvoir adresser cet aspect-là. Ce que je vous propose, c'est de refaire le chemin inverse. Donc, vous voyez, j'étais parti à la partie réception et je reviens jusqu'à la gestion de mon conteneur pour, dès l'instant que je quitte mon conteneur, je reviens sur mon processus initial. Rien ne m'interdit, moi, ici, d'aller directement dans une fonction de pré-réception pour pouvoir compléter un autre processus et une autre gestion d'un dossier d'import. Donc ça, c'est très important sur cette partie pilotage logistique. En complément, sachez aussi qu'il y a tout un ensemble de messages EDI qui ont été packagés dans 7X3 et qui me permettent justement des flux préparamétrés. Alors, on ne s'affranchit pas d'une plateforme de type EDI. Donc là, bien entendu, il y a toujours besoin de cette plateforme qui va intégrer les messages entrants et sortants, mais tout un ensemble de préparamétrage on va dire de messages préparamétrés pour faciliter l'intégration de ces messages EDI dans votre système d'information. Autre point important, intégration autour de la partie distribution. Donc 7X3 sur cette partie distribution au travers de ce qu'on va appeler deux partenariats. Donc là, on va travailler plutôt sur la base de l'intégration de deux domaines. Donc aussi bien sur le domaine de la gestion de la CRM que de la gestion du e-commerce. Sur la partie CRM, premier point, l'intégration et le partenariat donc avec Salesforce pour l'intégration de connecteurs bidirectionnels. C'est-à-dire que très clairement, un client est créé dans Salesforce va venir mettre à jour la base référentielle de 7X3 et inversement, je mets à jour une condition de paiement dans 7X3 sur mon référentiel client, mise à jour automatiquement donc de la partie référentielle dans Salesforce. Ça, c'est le premier aspect. Mais c'est aussi et surtout des connexions bidirectionnelles pour pouvoir accéder, par exemple, de Salesforce vers X3. En temps réel, pouvoir, quand je suis dans une fiche telle que Salesforce, une fiche client, pouvoir consulter le portefeuille de commande, le portefeuille de livraison de mon client pour pouvoir donner la meilleure réponse à mon commercial pour pouvoir accompagner son client. Donc là, c'est l'intégration de bout en bout. Excusez-moi. L'intégration donc de bout en bout pour bénéficier justement du meilleur de ces deux mondes, du back-office ERP et du front-office via la solution Salesforce. Donc ça, un point fort de la version 11. Autre point important, l'intégration d'une solution de
dans le domaine du e-commerce. Dans le domaine du e-commerce, c'est de pouvoir assurer des problématiques d'intégration d'un front office via le back-office 7X3. Ici, c'est de pouvoir vous proposer une solution qui va permettre, donc, au travers de ce module partenaire, donc de pouvoir gérer, par exemple, un référentiel article, un référentiel tiers, mais aussi tarif, et de le mettre à disposition du front office. Et par exemple, typiquement, une condition tarifaire qui est identifiée dans 7X3 va mettre à disposition du front office cette condition tarifaire pour que vous puissiez bénéficier du même tarif sur le site e-commerce que dans la partie 7X3. Des compléments, des fonctions complémentaires sont nativement intégrées dans le module de e-commerce, des fonctions de gestion de catalogue et de mise à disposition, des fonctions de cross-selling, upselling, quels sont les articles complémentaires, quels sont les articles en termes par rapport à des problématiques de remplacement quand il y a des manques sur des disponibilités de stock et ainsi de suite. Et c'est tout un ensemble de fonctionnalités pour mieux vous aider donc justement dans la conquête de nouveaux marchés. C'est par exemple de pouvoir faire appel à des notions de configuration, mais aussi de variantes par rapport à des problématiques de taille coloris et de pouvoir adresser des problématiques clients via ce e-commerce. Donc ça aussi, c'est un point relativement important de la version. Autre domaine donc important dans la version 11, l'écriture de... Alors, il y a un premier pan qui est au travers de la version 11 et un deuxième pan qui va arriver au travers de la version 12, d'où cette petite parenthèse. Version 11, c'est une gestion à l'affaire typée industrielle, et version 12, ça sera une gestion à l'affaire typée projet de service. Donc là, de préannoncer cette version dans la version supérieure, version 12. La version gestion à l'affaire industrielle va vous permettre justement de gérer une gestion d'affaires, une gestion de projet dans laquelle vous allez pouvoir gérer des structures opérationnelles et budgétaires, vous allez pouvoir gérer et planifier des tâches, vous allez pouvoir gérer des revenus mais aussi des dépenses, donc tout un ensemble d'éléments qui vont collaborer à la vision financière de votre affaire, d'où la notion de bilan d'affaires. Donc ici, ce que je vous propose aussi, c'est de faire un exemple de démonstration au travers de l'application. Pour petit rappel, vous voyez ici en haut, j'ai un premier onglet qui est typé sur un portail d'accueil. J'ai un deuxième appel qui est un deuxième onglet qui, lui, donc on est, pour rappel, multi-onglet. Ça peut me permettre, par exemple, de vérifier deux affaires, de contrôler deux affaires en termes de contenu sur deux onglets différents. Ici, je suis sur un profil, je vais me loguer gestion, je vais me connecter sur la gestion de l'affaire sur ce processus-là. Je vais par contre plutôt le prendre au travers du profil gestion, excusez-moi, gestion d'affaires ici, qui m'amène un ensemble de processus qu'on a vu précédemment, je vais y revenir tout de suite, mais aussi qui m'amène un ensemble d'indicateurs dédiés à ma problématique de gestion de l'affaire, par rapport à des marges, par rapport à des ventes, par rapport à des tâches au travers d'une affaire, mais aussi par rapport à une vision budgétaire au travers d'une affaire. J'ai une vision budgétaire sur cette affaire numéro 0014 par rapport à une structure société, dans lequel j'ai mis des budgets, dans lequel j'ai des notions d'engagement et dans lequel j'ai des notions de réaliser. Donc ça me permet d'avoir des tableaux de bord synthétiques, des KPI autour de l'application. Ce que je vous propose de faire, c'est maintenant de venir plutôt sur la notion de processus. Donc les processus, la gestion de l'affaire, c'est en totale intégration. Vous voyez aussi bien de la CRM jusqu'à la partie fabrication, en passant par les achats, les stocks, les ventes, la comptabilité, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment en transverse dans toute l'application 7X3. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de faire par exemple un overview au niveau de la gestion des affaires, un graphique, un processus plutôt graphique, dans lequel je vais pouvoir gérer des plannings, gérer des temps, suivre ces temps. Je vais pouvoir avoir une vision plutôt de distribution, donc de vente et de facturation, et puis une vision plutôt opérationnelle de production en termes d'achat et de fabrication. Ce que je vous propose de faire, c'est de faire un exemple de vue du bilan, une vision financière sur une gestion à l'affaire. Donc une affaire, c'est tout un ensemble de caractéristiques, des notions de données, des notions de date de début, des dates de fin, des notions de collaboration, de collaborateurs donc, qui sont affectés ou pas sur une affaire, des notions de lien entre affaires. Une affaire est peut-être dépendante d'une autre, et des notions de concurrence.
Ce que je vous propose de voir ici, c'est plutôt la notion de suivi financier. Le suivi financier qui va me permettre d'avoir une vision résumée et financière donc, de mon affaire. Alors, on peut définir sur la partie haute plusieurs typologies de vision. Typiquement, une vision financière globale, une vision financière plutôt typée dépenses et une autre vision financière plutôt typée recettes. Donc, on va pouvoir comme ça sectoriser. La balance vision financière sur la partie basse, je peux aussi faire des focus plus ou moins précis. Donc, je peux avoir des notions très globales par rapport à une gestion de projet, je vais retrouver différents thèmes, par rapport à une gestion de conception études et ainsi de suite. Donc, je vais pouvoir retrouver ces différents éléments. Je peux faire des focus sur la partie basse en termes de nature de dépense. Je vais par exemple au niveau du temps aller voir la notion d'une machine. J'ai donc tout un ensemble d'éléments. Petite parenthèse, je peux aussi voir des notions par rapport à un espace de quantité, unité de temps à l'heure, et donc je vais plutôt voir ces quantités-là. Je peux sur une ligne, en termes de nature de dépense, faire un focus et aller voir le détail de mes dépenses. Donc je vais retrouver sur la partie haute mes notions, mes catégories de nature de dépenses, de la découpe, de la fraiseuse, ainsi de suite, ainsi de suite. Là encore, possibilité d'activer ou pas la notion d'espace-temps. Et sur la partie basse, ces dépenses, comment elles sont arrivées ici, et je peux directement avoir un lien dans la partie gestion de l'OS qui a concouru à définir, à enregistrer 10 heures de temps machine ou de temps homme sur cet OS pour pouvoir alimenter mon affaire. D'accord? Donc ça me permet comme ça de naviguer. Il y a toujours je dirais, ce point transverse qui est la notion de traçabilité au travers de la solution dans CEDIX 3 qui me permet de naviguer d'un environnement vers un autre environnement, d'un module comptable vers la module opérationnel gestion du commerce et inversement. D'accord? Donc ça, c'est très important en termes de visualisation. Le fait de quitter, de revenir, revient à mon état initial, ma gestion de l'affaire. Ma gestion de l'affaire qui peut me permettre, par exemple, d'aller voir la notion de structure de coût. Ici, mon affaire a été développée et sous-dimensionnée en notion de projet. Dans la gestion de projet, j'ai défini des natures de dépenses de type manager, chef de projet et ingénieur. Dans la partie production, j'ai plutôt la notion de main-d'œuvre de production, de machines, de matériel spécifique et ainsi de suite. Donc, on définit les natures de projet pour pouvoir derrière suivre les notions de tâches, les notions de budget et au final, la notion de suivi financier. Donc, ça, c'est un point très important. Donc, pour rappel, gestion d'affaires typée industrielle avec la V11 et qui va être complétée au travers donc, de la V12 pour devenir une gestion d'affaires de type service, avec des problématiques liées au service. Autre point autour de la gestion d'affaires, pour montrer un exemple d'écran. Si je viens dans ce processus de gestion de flux, j'ai une problématique au niveau de la gestion de l'affaire entre l'affaire et le suivi financier. J'ai une notion d'affectation de ressources et j'ai par exemple une saisie de temps. Eh bien, la saisie de temps, je vais pouvoir la faire au travers d'un code collaborateur. Donc, chaque collaborateur va pouvoir se connecter. Ici, je vais me connecter au travers d'un collaborateur identifié. Bon, j'ai saisi le code. Si je ne connais pas le code, je peux bien entendu consulter le nom. Donc, ici, je suis sur un écran back-office de CEDIX 3. Sachez aussi qu'il y a la possibilité de faire de la lecture code barre pour pouvoir, via des terminaux portables, pour pouvoir faire de la reconnaissance de terminaux de code barre, pardon, et de saisir donc le code barre comme quoi je suis PJRGA, pardon, et comme quoi sur telle opération, j'ai démarré l'action à telle heure, elle est terminée à telle heure, ce qui me fait 10h50 en tantième de référencé dans l'application. Après, derrière, ça alimente bien entendu tout ça en temps réel, le back-office de CEDIX 3 pour pouvoir suivre les saisies des heures, suivre les temps, faire des clôtures, faire des ouvertures et ainsi de suite. Okay. Donc ça c'était un complément au regard donc, de la gestion à l'affaire. Autre point en termes de nouveauté donc, de CEDIX 3, je regarde sur la partie timing, on est dans les temps. Donc, autre point sur la partie gestion industrielle. Sur la partie gestion industrielle, donc un complément sur la version 11 important. Donc, il y a eu une réécriture complète du module de gestion de l'ordonnancement. Il y avait un ancien module qui technologiquement était plutôt
on va dire, n'était pas au regard des nouvelles fonctionnalités d'ergonomie et attendues aujourd'hui sur le marché autour de 7X3. Donc il y a une réécriture complète sur la version 11 de ce module. Sachant que c'est un chantier qui est démarré sur les versions précédentes 9 et 10, la version 10 étant une version intermédiaire qui a été dédiée uniquement pour les clients dans un mode cloud. Mais certaines fonctionnalités ont été écrites pour cette version 10 et sont récupérées de fait dans la version 9. Donc des nouveautés ont été, le chantier a été initié en version update 9 et 10 sur la partie gestion des données techniques, notamment avec une problématique de gestion des modifications. Quand on parle de gestion de modifications, par exemple sur une fiche article, quels sont les impacts sur les produits, sur les nomenclatures, sur les gammes qui sont liées à ces éléments-là. Le fait de faire un changement, une modification sur un référentiel, il peut y avoir des impacts sur les marges, sur nos portefeuilles de commandes. Donc ce sont tout un ensemble de process qui ont été mis à jour. C'est de pouvoir aussi, dans des problématiques d'approbation, de workflow, de pouvoir tracer, mais aussi de pouvoir mettre en place des circuits d'approbation. Et puis il y a aussi la gestion des versions, un petit préalable que je vous ai fait tout à l'heure, au travers de la version 9. Gestion des versions, du versionning au travers des référentiels produits. La gestion du suivi des ateliers a été développée en update 10 pour être complétée en version 11. Donc là, c'est la saisie de l'écran que je vous ai montré précédemment en termes de suivi des temps passés via soit la saisie directe dans l'application, soit via les terminaux code barre. Et enfin, donc, pour terminer, sur la partie gestion de l'ordonnancement, donc avec une réécriture technologiquement parlant de l'outil de gestion donc, de l'ordonnancement, en remplaçant donc, de l'actuel Gantt, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est de pouvoir aussi passer maintenant dans une première étape dans une mission d'ordonnancement à capacité finie, sachant que des compléments vont être ici apportés dans les versions 12 et supérieures. Donc, aujourd'hui, on est à ISO-fonctionnalité de l'ancien outil de gestion d'ordonnancement, mais par contre, ISO-fonctionnalité en termes d'apport sur le métier, mais par contre, une réécriture complète donc, de l'outil par rapport aux nouveaux outils en lieu et place actuellement. Donc sur cette partie Production Scheduler, c'est de pouvoir donc, faire du travail de planification d'ordonnancement à capacité finie par rapport à des notions de date, de pouvoir cibler comme quoi j'ai une capacité qui n'est vraie que jusqu'au 31 mai, donc je vais tenir compte de cette date butoir. C'est de pouvoir faire des notions d'équilibrage de charge. J'ai un poste de charge qui est en goulot d'étranglement, mais je vais pouvoir le délester, je vais pouvoir le déporter sur un autre poste de charge. Donc je vais pouvoir déplacer une opération d'un poste de charge à un autre poste de charge. Donc ça, c'est des éléments forts de ce nouvel outil d'ordonnancement. Et je vais aussi donc pouvoir, par rapport à tous ces éléments-là, pouvoir analyser mon planning, afficher, me donner certaines indications en termes d'affichage, capacité finie ou infinie, pour justement la détection de ces goulots et pouvoir organiser mes traitements. Ce que je vous propose, c'est de faire rapidement aussi un exemple d'écran sur ces nouvelles fonctionnalités. Donc ici, je vais me connecter au travers donc, de ce menu processus Sage Production Scheduler. Sage Production Scheduler qui va me permettre donc, de me définir ici un ensemble de process qui vont me permettre de travailler sur des problématiques d'OF, OF ferme, d'OF planifié, suggéré, et ainsi de suite, par rapport à des calculs de besoins, des CBN, et ainsi de suite. Je vais donc ici, moi, me connecter au travers de Production Scheduler sur l'application. Le point d'entrée étant le site, je vais me connecter au travers d'un site que je vais activer. Donc, donne-moi la partie ordonnancement au travers donc, de mon site FR12. Donc, le site FR12 faisant partie d'une société de production dans laquelle il y a peut-être plusieurs sites dits de production, donc sur lequel ça va être mon point d'entrée, bien évidemment. Ensuite, j'ai la possibilité de faire des affichages. Je vais, dans un premier temps, me mettre au niveau du Gantt OS, donc de faire l'affichage sur forme de différents onglets. Ici, j'ai plutôt un onglet qui me donne une représentation d'ordonnancement au travers des OF, avec une vision OF par OF, possibilité de l'avoir plutôt par article, possibilité de l'avoir plutôt par client. Sachez qu'aussi que votre graphique va pouvoir être ordonnancé. Vous allez pouvoir ordonnancer et notamment changer une date de début. Changer une date de début, c'est moi, je vais me projeter par exemple là,
lundi prochain, soit le 22 mai. Donc, quel va être mon ordonnancement à partir du 22 mai. Donc ici, toujours la possibilité de changer une date de début pour pouvoir ordonnancer et faire ma projection. La possibilité, comme je disais tout à l'heure, d'avoir par exemple une vision plutôt par OF client. Donc ici, je retrouve ma structure de site, je retrouve mon ou mes clients sur cet exemple-là, possibilité d'accéder aux détails d'une opération. Le détail d'une opération avec un résumé, vous voyez, sa petite infobulle, un résumé. Sachez qu'il y a toujours la possibilité d'avoir des indicateurs complémentaires, des indicateurs de planning, des ordres de fabrication, des informations générales, des marqueurs, des dates, ainsi de suite. Si je prends les informations générales, quel est le code de l'opération, la désignation, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez aussi toujours la possibilité de mettre ce qu'on va faire, des actions, de mettre des notions d'alerte. Attention, cette opération, elle est peut-être bloquante ou elle est critique. Je vais pouvoir mettre des alertes sur ces éléments-là, des notions de messages par rapport à des commentaires et autres. Il y a aussi la possibilité, si je passe dans une dimension plutôt Gantt ressources, de déplacer au travers de cette action, de ce menu de gestion des actions, de déplacer donc une opération, de l'anticiper ou de la projeter par rapport à des problématiques. Alors là, il faudrait utiliser plutôt l'onglet forcer le déplacement. Donc c'est vraiment de pouvoir vous accompagner sur une problématique d'ordonnancement. Alors, dans un premier temps aujourd'hui, avec la version 11, on va dire dans un premier niveau, il y a des compléments apportés qui seront apportés dans le futur au travers des versions 12 et ultérieures. Notamment aujourd'hui, typiquement, vous êtes capable de faire de l'ordonnancement à capacité finie via la gestion des dates. Il y a certains points comme la gestion de critères plutôt techniques qui ne sont pas pris en compte. Typiquement, je suis dans une problématique de chaîne de fabrication avec des impacts sur des notions de couleur. J'ai passé un produit noir. Quel est le type de produit que je peux passer derrière pour éviter que mon produit blanc soit trop dénaturé? Bien, ces notions de contrôle-là vont être intégrées dans les versions supérieures. Donc là, c'était un premier exemple. Cet outil a été fait en partenariat avec la solution Hortems, pour ceux qui le connaissent. Donc ça permet d'encapsuler l'outil d'ordonnancement d'Hortems, de l'encapsuler dans toute la partie gestion de SedgeX3 autour de cette application. Donc ça permet de vous accompagner sur des problématiques vraiment dédiées à la fabrication et d'aller au-delà de ce que SedgeX3 savait faire aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste de la partie production, bien évidemment. On pourra noter des questions et vous rappeler via un spécialiste sur cette problématique-là, si nécessaire, s'il y a besoin de compléments et puis d'organiser des démonstrations complémentaires. Dernier pan autour des nouveautés donc, de SedgeX3. Dernier pan autour de la partie finance. Donc deux points qui ont été qui sont notés par la nouveauté. Il y a plusieurs autres nouveautés autour de la partie finance, mais un premier point, c'est sur la partie les fonctionnalités autour de la préconsolidation. Auparavant, vous pouviez, alors SedgeX3 est et reste un outil de préconsolidation. Il n'est pas un outil de consolidation, on est bien d'accord. Préconsolidation va me permettre de dire, je vais prendre des données dans ma comptabilité de SedgeX3 pour pouvoir les exporter et les mettre à disposition, par exemple, d'un outil de consolidation. Aujourd'hui, vous allez pouvoir travailler sur des notions de balance, mais vous allez aussi pouvoir travailler sur des problématiques de mouvement intersociété, ce qui n'était pas le cas précédemment. C'est-à-dire précédemment, SedgeX3 prenait en compte les données dans votre balance, mais sans pouvoir isoler les écritures intersociétés. Donc ça, c'est un point important qui a été mis en place dans la version 11 sur la partie préconsolidation. Autre point sur la gestion des nouveautés, sur la partie gestion et import donc des relevés bancaires. Introduction de plus d'automatisme via des routines qui vont nous permettre justement d'assurer ces fonctions de pointage automatique. Donc l'intégration va être programmée comme quoi chaque début de mois, à telle date, automatiquement je reçois un fichier. Et donc je vais encapsuler ça dans une procédure automatique qui va m'intégrer ce fichier-là, qui va m'assurer les fonctions de pointage automatique, possibilité de visualiser le résultat et de faire donc des ajustements, possibilité donc des ajustements, de compléter des rapprochements, de compléter donc des pointages qui n'auraient pas été faits, possibilité de faire des générations de paiement après le traitement complet
de ce traitement-là et de suivre ces paiements en utilisant les fonctions standards de saisie ou de génération. Donc, c'est vraiment de pouvoir vous apporter plus d'automatisme sur les tâches comptables afin de vous aider à diminuer le nombre d'erreurs dans ces domaines-là en termes d'appairage, mais aussi, bien entendu, de plus de performance autour donc, de SageX3. Donc voilà, on a fait un focus assez rapide, je concède, hein, mais sur le format donc, de 3 quarts d'heure de ce web séminaire. L'idée étant de pouvoir vous donner des messages. Donc pour rappel, hein, la gestion à l'affaire, la gestion d'ordonnancement, la gestion de la connexion avec un outil tel que Salesforce pour la partie CRM, telle qu'une solution e-business, et puis des nouveautés complémentaires autour toujours de chantier, autour de l'ergonomie. Donc ça, ce sont les points forts autour donc, de SageX3 version 11. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire place, Charlotte, aux questions, s'il y a des questions. Si certaines questions ne pourront pas être répondues en séance, on prendra note pour pouvoir vous rappeler, soit moi en complément, soit via un spécialiste sur les domaines prédéfinis, les domaines tels que les questions seront sur lesquels elles poseront. Charlotte. Merci Jean-Pierre pour cette présentation.